Bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes radios, Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui Jean-Marie Le Pen, cofondateur du FN. Bonjour. Alors, vous avez été exclu du parti il y a quelques petits mois, mais vous en revendiquez toujours le titre de président d'honneur. On peut vous présenter comme ça ? Absolument. Ça figure d'ailleurs en bonne place sur votre site, mais je suis aussi un peu député européen et un petit peu, jusqu'à dimanche, conseiller régional de PACA. Conseiller régional, oui, également. Christophe Joly. Donc vous revendiquez le titre toujours de président d'honneur. Vous êtes quasi absent du site du Front National. Vous êtes complètement rayé des listes du Front National ? Oui, je pense que je suis un peu un paria. D'accord. Et vous le vivez comment du coup ? Oh, vous voyez, je survis. Et puis la vie commence de jour demain. Vous savez, elle m'a offert un certain nombre de revanches depuis ma vie politique. Quand je vois aujourd'hui chanter la Marseillaise en toutes circonstances, d'ailleurs, claquer le drapeau français, je pense que quand je préconisais le port du drapeau et que je demandais que l'équipe de France de football chantât la Marseillaise, j'étais moqué, voire persécuté. Vous voyez, Le Pen a eu raison. Alors, en tout cas, vous revendiquez toujours ce titre de président d'honneur. Alors, Christophe Joly, qu'on a entendu rédacteur en chef de Métro News, sera avec moi pour vous interroger, tout comme Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. Alors, dans ce moment important, puisque donc, le parti que vous avez fondé et dont vous aviez transmis les rênes à votre fille, Marine Le Pen, est susceptible d'emporter 2 régions. Oui, donc 2 régions avec votre fille Marine Le Pen en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, votre petite fille Marion Maréchal Le Pen en PACA. Vous leur dites bravo ? Oui, mais je n'ai pas confié le Front National à Marine Le Pen. Vous avez transmis... Elle a été élue par un congrès où il y avait 2 candidats, et il est vrai que j'avais soutenu la candidature de Marine Le Pen. C'est ce que je voulais dire. Alors voilà. Et vous mais un bienfait n'est jamais pardonné, vous savez. D'accord, oui, vous êtes encore... vous lui en voulez toujours, quoi, c'est ça ? Comment ? Vous lui en voulez, vous êtes toujours... Non, j'en veux. Moi, je combats l'injustice, même quand j'en suis la victime. Et vous leur dites bravo ou pas, alors ? Je souhaite la victoire du Front National. D'ailleurs, cette victoire ne sera pas des victoires de personnalité, en l'occurrence, parce que je pense que c'est le courant, et que ce courant est en grande partie quand même événementiel, et que les dirigeants du Front National peuvent s'attribuer quelques mérites, mais ils ne peuvent pas s'attribuer le mérite de la progression du Front National, qui est lié en effet au fait que les gens se rendent compte que les analyses et les préconisations qui avaient été faites au cours des décennies de la vie du Front National sont en train de se réaliser. Et par conséquent, ils disent, mais dans le fond, ces gens-là avaient raison, alors qu'on nous les a décrits comme des fachos. Mais pourquoi vous dites événementiel, etc. alors ? Pardon ? Pourquoi vous dites événementiel ? Vous faites référence à quoi exactement ? L'événement, c'est d'abord l'explosion démographique du tiers-monde, c'est les torrents migratoires dont nous ne vivons que le début du commencement, c'est la poussée corrélative en quelque sorte de l'islam, c'est la permanence d'une asthénie économique dont M. Gattaz aurait dû s'expliquer plutôt que d'attaquer le Front National. Alors, oui, Ce que Christophe Joly voulait sans doute souligner dans sa question, est-ce qu'à votre avis, il y a un bénéfice en faveur du Front National après les dramatiques attentats du 13 novembre dernier ? C'est pas un bénéfice, ce n'est que justice. Quand on a prévu ce qui allait arriver, quand on a essayé d'en protéger la France à haut cri, quand on a été persécuté pour l'avoir fait, eh bien il est tout à fait normal que les électeurs, ce sont eux qui décident, et les électrices, bien sûr, il faut dire ça. Depuis Giscard d'Estaing, il faut parler aussi des électrices, parce que sans ça, on dit que vous êtes un macho. Bon, alors, il est bien évident que ces gens-là se disent, mais après tout, ces gens-là avaient raison. Et ceux qui nous ont conduits jusqu'à présent, les dirigeants, nous ont trompés. Ce qu'on reproche le plus à l'État et aux gens qui gouvernent, c'est leur impuissance, l'impuissance du pouvoir. Mais alors vous dites finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat d'années et d'années effectivement de discours du Front National, donc, mais ce n'est pas attribuable ni à votre fille, ni à votre petite-fille, ni à leur campagne, c'est ça ? C'est attribuable en tous les cas aux gouvernants qui, depuis 40 ans, tous, de droite ou de gauche, ont laissé rentrer 200 000 immigrés légaux, plus 2 à 300 000 immigrés illégaux chaque année. Donc ce qu'on dit, c'est ça, c'est pas grâce à votre fille. Mais c'est en partie les gens qui font de la politique
peuvent légitimement réclamer la reconnaissance de leur action. Mais contrairement à ce qu'ils pourraient penser, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais il ne faut pas qu'ils pensent que le mérite de ces victoires leur est totalement attribué. Il est en fait lié à la permanence, à la pérennité du mouvement, à ses positions précédentes et aussi à l'évolution des événements qui s'aggravent et ce dont se rendent compte très bien les gens qui sont gouvernés. Voilà, pas totalement attribué, mais un petit peu quand même alors. Oui, bien sûr. J'essaye d'être juste, même quand on me persécute. Alors justement, qui de Marion ou de Marine fait selon vous la meilleure campagne ? Je ne sais pas quelle campagne elles font l'une et l'autre, mais je crois qu'elles font toutes les deux des campagnes très actives dans des milieux un peu différents. La PACA, ce n'est pas tout à fait le Nord-Pas-de-Calais, mais je crois que les réflexes populaires sont les mêmes, c'est sûr ça. Et la victoire du Front National tient aussi, je dois dire, parallèlement à l'effondrement ou au recul des formations dites de gouvernement. Alors, que ce soit l'UMP ou le PS, elles pensent même maintenant s'unir. Et sous l'égide d'ailleurs avec la bénédiction du grand patronat. Alors s'unir peut-être pas tout à fait parce que Nicolas Sarkozy ce matin justement a été interrogé sur le sujet et il a évoqué donc le sujet en estimant que la droite, c'est-à-dire les Républicains, se maintiendront partout. Pas question de désistement pour le Parti Socialiste et pas question non plus de fusion entre les deux tours de l'élection avec le PS. Donc Nicolas Sarkozy a été assez clair aujourd'hui sur le sujet. Écoutez, il a dit cela aujourd'hui, j'espère qu'il ne dira pas le contraire après-demain. Nous avons l'habitude de ces passages d'un pied sur l'autre selon la conjoncture et les nouvelles. Mais je pense que Sarkozy pense que les Républicains seront devant le Parti Socialiste et qu'il n'aura pas à se trouver dans la situation absolument abracadabrante et non pas abracadabrantesque comme disent les gens maintenant depuis que M. Chirac s'était trompé dans l'expression de son français. Et c'est aberrant, disons, de mêler leurs bulletins, alors qu'ils sont dénoncés par le Front National depuis longtemps comme étant l'UMPS. Je précise d'ailleurs à ce propos qu'au Parlement européen, où je siège depuis 30 ans, eh bien, les deux, la droite et la gauche, votent à peu près à 97% de la même manière. Et alors, pour revenir à votre fille et votre petite-fille, vous ne vous êtes pas prononcé sur leur campagne en général, mais alors il y a quand même des points, et on aimerait avoir votre position sur lesquels, visiblement, elles ne sont pas d'accord du tout. Par exemple, sur la question du planning familial, Marion Maréchal Le Pen a prévu qu'elle ne donnerait pas un sou au planning familial, qu'elle considère comme une association politisée. Marine Le Pen, elle, n'est pas du tout sur cette ligne, contrairement à Louis Alliot, vice-président du FN, qui est d'accord avec Marion Maréchal Le Pen. Et vous, sur cette question-là, du planning familial, vous soutenez votre petite-fille ? Je crois qu'il y a un peu une équivoque. Marion a visé, en quelque sorte, son organisation planning familial de PACA, qui a pris ouvertement position contre elle, alors que c'est une organisation, une ONG, si j'ose dire. Eh bien, elle a pris position contre la candidature de Marion Maréchal Le Pen. Voilà. Et alors, Marine a pris une position nationale, alors que je pense que Marion avait pris une position régionale. Il y a là un petit peu une équivoque dans cette élection. Dans toutes les élections, elles sont toujours un peu locales et un peu nationales. Donc vous êtes d'accord avec l'une et avec l'autre ? Aujourd'hui, je crois qu'elle est très nationale. D'accord, donc vous êtes d'accord avec l'une et avec l'autre en substance ? Non, mais avec Marion d'un point de vue local et avec Marine d'un point de vue national. Je suis contre la politique qui a consisté, sous le prétexte de liberté totale, au déclassement démographique de la France. Voilà. Si nous sommes envahis par la migration du tiers-monde, c'est parce que nous sommes un pays sous-peuplé, parce que nous n'avons pas le taux de renouvellement de notre population, et que c'est ce danger qui est le plus grave. Mais alors, du coup, sur le planning familial, alors vous êtes-vous pour financer le planning familial au-delà du cas Non, je ne suis pas pour financer le planning familial. Je crois que ce sont des questions, tout dépend. Si le planning familial me combat ou si le curé de Saint-François me condamne, je le combats, c'est tout. Ah oui, mais le planning familial, il n'y a pas que les positions vis-à-vis du Front National. Le planning familial... Je ne prends pas de gants vis-à-vis de l'Assemblée des évêques français, par exemple, qui m'a toujours dénoncé
fait et combattu. Donc tout dépend pour vous, le planning familial mérite d'être financé s'il vous... Je ne sais pas, madame, je ne ne suis vous pas combat pas. candidat et mais... ce sont des questions locales. Je pense que nos candidats font ce qu'ils font là où il faut. Concernant Marine Le Pen et sa campagne en PACA, on a vu... Marion Maréchal. Non, là je parle de Marine Le Pen. Après, c'est pas en PACA. Oui, pardon, dans le Nord-Pas-de-Calais, oui, excusez-moi. On a vu La Voix du Nord, un grand quotidien régional, prendre ouvertement position contre le Front National, 2 jours de suite d'ailleurs, lundi et mardi, en faisant sa une contre le Front National. Est-ce que vous diriez, comme votre fille, que La Voix du Nord agit sur commande ? D'une part, je trouve ça scandaleux. Je trouve scandaleux qu'un journal d'information se transforme en tremplin électoral d'un parti politique. Je dois dire que ça n'est pas la première fois que ça se produit. Je vous rappelle qu'en 2002, les directeurs de journaux, y compris des journaux de droite, les directeurs avaient chacun été mis dans l'obligation de publier un billet contre la candidature de Jean-Marie Le Pen. Le journal Elle avait en couverture le mot « non ». Par conséquent, ce n'est pas nouveau. Je rappelle aussi d'ailleurs que la gauche allait voter pour Jacques Chirac avec une pince à linge sur le nez et des gants de cuisinière avec le slogan « plutôt l'escroc que le facho ». D'accord, ça c'est pour La Voix du Nord. Et alors concernant... La Voix du Nord, et je crois l'autre aussi, je pense qu'il y a... C'est Nord Éclair, je crois. Les 2 journaux. Bon, mais est-ce que ça va peser finalement? Est-ce que ça va très peu de temps encore, mais c'est un terrain socialiste depuis 100 ans. Oui, mais est-ce que ça va compter? Est-ce que ça va peser ces prises de position? Moi, je crois que non. Je crois que ce genre de positions, quand elles sont choquantes, obtiennent des résultats exactement inverses de ceux qui sont recherchés. Et alors justement, là on est à quelques jours du premier tour, quel est votre pronostic? Parce que les sondages disent que le Front National peut remporter 2 régions, hein, on l'a dit, région Nord et PACA. Il y a aussi 3 victoires possibles, hein, les sondages nous disent, en Normandie, Bourgogne-Franche-Comté et Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, avec Florian Philippot. Vous avez un pronostic par rapport à ça? Écoutez, c'est une élection à 2 tours d'abord. Hein. Je pense que le Front National va faire un très beau score. Il est déjà le premier parti en fait de France à la suite des élections départementales et européennes. Je rappelle qu'en ce qui me concerne, moi j'ai fait 33% en PACA. N'est-ce pas? Par conséquent, je pense que je pense même, je vais vous dire, si Marine Le Pen n'avait pas exclu le président d'honneur, je pense qu'elle aurait fait un bien meilleur résultat encore. Mais malgré ça, parce que je crois que les personnes jouent un moins grand rôle dans cette élection, c'est le Front National qui va être, à mon avis, relativement plébiscité par les Français. Mais relativement plébiscité, là, vous prenez pas de risque, vous avez un pronostic? 2, 3, 4, 5, 6, ça ne sait pas. Je ne suis pas Madame Soleil. Mais je pense que ce sera un très bon résultat. On mettra coup de tonnerre, etc. Bref, on a l'habitude de ces titres. Mais quand vous dites si Marine Le Pen ne vous avait pas exclu, elle aurait fait un meilleur résultat, à quoi vous attribuez le fait qu'elle aurait pu faire que le Front National aurait pu faire un meilleur résultat si vous étiez toujours officiellement président d'honneur? Je crois que c'est assez classique que quand les partis politiques abordent les élections, d'essayer de masquer leurs divergences, leurs fissures. Et ça n'est pas de dire, vous savez, nous sommes séparés. Non, je pense que c'est une petite erreur, mais ça arrive, c'est pas grave. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous appelez à voter pour tous les candidats Front National, partout dans toutes les régions? Partout, je voterai pour le Front National, oui. Y compris en Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, où il y a Florian Bien Philippot. sûr, je ne règle pas mes comptes dans les élections dont dépend le sort du pays. Et y compris en Ile-de-France, où le candidat FN est Valorant de Saint-Just, un de vos proches historiques et qui a voté votre exclusion fin août. Oui, absolument. Vous voyez, j'ai l'esprit augustien, oui. D'accord, non, parce qu'il y a quelques semaines, vous entreteniez le doute sur le fait que vous voteriez pour lui. Maintenant, je ne sais pas, oui. Non, mais je voterai pour la victoire du Front National, parce que je crois que c'est elle qui doit être spectaculaire et déterminante. Partout. Et alors, et dans le Sud, parce que dans le Sud, en région PACA, là, il y a une liste dissidente, enfin une liste emmenée par Jacques Bompard avec certains de vos proches historiques contre votre petite fille. Là, oui, mais voilà, je pense qu'on aurait pu s'épargner de ce genre de rivalité, mais bon, elle existe. Et au 2e tour, je pense que les gens de cette liste appelleront à voter pour Marion Maréchal.
Christophe Joly. Avez-vous été déçu que Valorant de Saint-Just, donc fidèle, ait voté votre exclusion du Front National? Est-ce que vous diriez que c'est un félon à l'image de Bruno Maigret en son temps? Je le pense tellement que je l'ai, en lui disant d'ailleurs, dénoncé au Conseil de l'ordre des avocats, en estimant qu'il ne pouvait pas être juge dans d'un cas comme le mien, alors qu'il avait été mon avocat pendant 30 ans. D'accord, donc ça va au-delà de la déception? D'ailleurs, à mon avis, Marine Le Pen et Philippot se sont déportés, comme on dit, et n'ont pas accepté de faire partie, c'est un peu d'hypocrisie tout de même, et ont laissé 4 quidam, en quelque sorte, faire le travail. D'accord. On sait que vous aviez beaucoup de contacts avec Marion Maréchal Le Pen au moment où elle a annoncé sa candidature en PACA. Est-ce qu'aujourd'hui vous la conseillez encore? Parce que visiblement il semble que vous n'ayez plus beaucoup de contacts avec elle. Est-ce que vous lui donnez des conseils sur sa campagne? C'est quand même sa première grande campagne d'envergure. Moi, je ne donne de conseils que quand on me les demande. Mais vous savez... Et ça n'est pas le cas? Ça dépend, quelquefois, oui, mais... Là, non. Je suis dans la région parisienne, elle est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous n'avons pas beaucoup l'occasion de nous rencontrer. Mais rappelez-vous une chose, c'est que l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la tient. Ça veut dire que votre expérience n'est pas tellement sollicitée par les dirigeants du Front National aujourd'hui? Je le regrette et je m'en passe. Même Marion Maréchal Le Pen, donc. Oui, écoutez... Mais vous souhaiteriez quand même... Je ne suis pas le conseiller politique de Marion Maréchal Le Pen, ni de Marine Le Pen, ni d'ailleurs d'aucun des candidats. Je dis ce que je pense. Ceux qui veulent se référer à mes opinions le font. Ceux qui ne le veulent pas ne le font pas. Et vous diriez qu'elles font toutes les deux une bonne campagne, ou est-ce qu'il y a quelques erreurs de campagne? Moi, je crois qu'ils font une bonne campagne. Je pense que tout le monde fait une bonne campagne. Les gens se battent bien. On vous entend globalement peu, hormis aujourd'hui, hier soir sur Europe 1, dans les médias, dans le cadre des régionales. Est-ce que vous avez le sentiment, comme vous l'avez longtemps dit au cours de votre carrière, d'être un peu marginalisé, plus encore depuis que vous êtes exclu du Front National? Oh, mais c'est le Front National qui l'est. Je fais faire une étude. Il y a une étude que je fais faire. C'est à partir du journal du dimanche qui publie les 14 invités, les 14 comment dirais-je, émissions qui sont où sont invités les politiques. Cette semaine, il n'y avait pas un seul du Front National. Et j'ai fait faire le calcul sur la dernière année. Je pense que la moyenne du Front National, c'est 7%. Enfin, c'est pas ce qui a été dit par tout le monde. Dans l'émission, par exemple, Des Paroles et des Actes, Marine Le Pen allait être invitée pour la 6e fois depuis la création de l'émission, et finalement, ça avait posé des problèmes. On voit bien que le Front National est quand même un accès aux médias, quand même... 7%. 7% important. Alors qu'il représente 30%. Oui, mais Marine Le Pen est très invitée. Non, je vous dis, le Front National en totalité. C'est normal que Marine Le Pen soit plus invitée. Elle est la présidente du Front National, c'est normal. Mais si je comptais, alors, pour le Parti Socialiste, le président de la République, M. Valls, et son ministre de l'Intérieur, c'est l'occupation permanente des médias. D'accord. Donc pour vous, la situation n'a pas changé. Alors cette campagne, elle est aussi marquée par des prises de position de certains candidats Front National sur Twitter. Des positions qui semblent peu en phase avec celles de la direction du Front National. Par exemple, ça a été relevé par des sites internet. Thierry Sénéclaude, en première position dans la Drôme, a écrit au-dessus d'un drapeau tricolore « Je suis bleu, blanc, rouge, pas noir ». C'est des positions qui vous choquent, vous ? Qu'on soit bleu, blanc, rouge plutôt que noir? Ah oui, non, oui, bien sûr. Je suis bleu, blanc, rouge, moi, oui. Mais quand il dit bleu, blanc, rouge, pas noir, c'est... Pas noir, ben oui. Mais il me semble que le drapeau noir aujourd'hui, c'est le drapeau de Daesh, si je ne me trompe. Oui, enfin, c'est pas ce qu'on entend dans son... Alors, ou bien c'est le drapeau anarchiste. On pensait noir, on pensait à la... Enfin, je pense que si cette phrase a été relevée, c'était pour des questions plutôt de couleur de peau que de drapeau, mais... Non, sûrement pas. Vous l'interprétez pas comme ça? Non, je l'interprète d'une façon normale et non pas d'une façon malveillante. C'est toute la différence. Et le FN, par contre, a annoncé la convocation devant le Conseil de discipline d'un candidat qui avait comparé l'islam à, je cite, une hydre puante et mortifère. Là, vous approuvez la décision de convoquer un... Je ne suis pas responsable de cette décision. Je ne l'aurais pas prise. Vous n'auriez pas convoqué pour cette phrase? Moi, je suis plutôt pour la liberté de penser. Je pense qu'il y a moins de danger dans les excès de la liberté que dans les excès de la censure. Donc vous ne feriez comparaître aucun candidat, même pour des propos? Ça dépend. Je vois, il y a un cas où je crois que c'est Anne-Sophie
le frère, je crois, qui a été condamné, exclu par le Front National et relaxé par la Cour d'appel. Alors, mais comparer l'islam à une hydre puante et mortifère dans le contexte actuel, ça vous semble pas quelque chose qui... C'est un jugement, c'est une pensée, c'est les électeurs qui doivent juger de cela, et pas, enfin, me semble-t-il, la pensée unique ou l'influence que celle-ci exerce, que semble-t-il depuis quelque temps sur le Front National. Et comment expliquez-vous que malgré la, entre guillemets, dédiabolisation lancée par votre fille, si je reprends cette phrase, ce genre de position désapprouvée continue à être exprimée par des candidats Front National? J'ai toujours tenu la dédiabolisation pour un leurre. Parce que qui nous diabolise sont nos adversaires. Pour se dédiaboliser, il faut donc se rapprocher d'eux. Or, moi, je ne suis pas partisan de me rapprocher d'eux. Je n'ai pas l'intention d'aller au pouvoir avec eux. Et ma devise a toujours été « J'ai mieux être battu sur mes idées qu'élu sur celles de mes adversaires ». Alors Jean-Marie Le Pen, invité du rendez-vous politique des Indes radios Métro News et LCI. On va en venir aux réactions politiques, on va dire, plus générales, notamment suite aux attentats tragiques du 13 novembre. Frédéric ? Oui, est-ce que, par exemple, à l'instar d'un certain nombre de responsables, y compris d'ailleurs du Front National, vous auriez, si vous aviez été député français, enfin député en tout cas à l'Assemblée nationale, est-ce que vous auriez voté l'état d'urgence ? Je me suis exprimé sur le sujet déjà, j'ai dit que je me serais abstenu. Je me serais abstenu parce que je n'ai pas confiance dans le gouvernement actuel. Son imprévision, son impuissance me laisse, si vous voulez, augurer que ce qu'il fera de ses pouvoirs supérieurs sera douteux. Et comme c'est dit au moment où, à quelques jours près, n'est-ce pas, j'ai été moi-même perquisitionné d'une façon brutale. Oui, enfin là, il y avait un juge dans l'affaire. Hein. L'état d'urgence, c'est perquisition sans l'aval d'un juge. Vous, il y avait l'aval d'un juge dans la perquisition. Je ne crois pas. Je pense que c'est le parquet. Mm-hmm. C'est comment dirais-je, l'enquête préliminaire est une procédure totalitaire dans notre pays prétendument démocratique qui est aux ordres du parquet. C'est le procureur de la République qui, sans que vous ayez d'avocat, sans vous signifier ce pourquoi vous êtes perquisitionné, et a fait une atteinte fondamentale à vos droits élémentaires, fouille tous vos documents, vos photos, et en plus de ça donne la preuve de son incapacité. Il a fallu 6 heures de travail pour défoncer un coffre-fort qui datait de Napoléon III. Ça, c'est sur votre perquisition. Moi, je leur aurais conseillé de prendre un de leurs clients de la santé qui serait venu en échange d'une année de liberté et qui aurait fait ça en 2 coups de cuillère à peau. Alors, vous dites pas confiance dans le gouvernement actuel. Alors, pas confiance malgré donc l'état d'urgence, on a compris, mais malgré les perquisitions, malgré les interpellations. Tout ceci pouvait être fait en dehors de ces lois. Il y a suffisamment de lois pour le faire. Si la ministre de la Justice n'est pas un adversaire résolu de la sanction, eh bien, on utilise les lois, elles sont très largement suffisantes pour combattre, si on a l'intention de le faire, le terrorisme. Mais pour bien clarifier, vous dites pas confiance dans le gouvernement à cause de l'état d'urgence ou pas confiance de manière générale aujourd'hui dans le gouvernement, dans sa volonté de lutter contre le terrorisme? Écoutez, j'ai vu M. Valls depuis très peu de temps avant les attentats. M. Valls, tous les jours, disait que l'ennemi numéro 1, celui qu'il fallait vaincre, c'était le Front National. Ce n'était pas Daesh. Voilà. J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères déclarer que ce qui était important, c'était de renverser Bachar el-Assad, de combattre Bachar el-Assad. Or, à ma connaissance, les seules troupes qui est sur le terrain pour l'instant, ce sont les troupes de Bachar el-Assad. Et il n'y a personne d'autre de la coalition. Et si Bachar el-Assad et ses troupes n'étaient pas là, eh bien Daesh serait à Damas. Donc ça veut dire que le gouvernement, même aujourd'hui, vous ne le soutenez pas dans sa volonté de lutter, notamment au niveau de l'intérieur en France, contre le terrorisme? Je n'y crois pas. Je crois qu'il est impuissant. Je crois que la donnée fondamentale qui permet au terrorisme de se développer et de menacer chez nous, c'est la masse énorme d'étrangers, probablement entre 15 et 20 millions, qui sont entrés dans les 40 dernières années. Voilà. C'est un chiffre qui est largement supérieur aux statistiques officielles, 15 à 20 millions. Alors écoutez, moi, c'est M. Azouz Begag, ancien ministre, qui dit qu'à son avis,
il y a 15 à 20 millions de musulmans en France. Bon. Ah, mais les musulmans, mais les musulmans ne sont pas étrangers. Il y a des musulmans il y a qui français. ont même la carte quelquefois. Voilà, et je crois donc, d'ailleurs que les terroristes là avaient la carte d'identité française. Si c'est ça, être français, c'est seulement un bout de papier, ce n'est pas la conception que j'ai. Alors c'est quoi être français pour vous? Je pense qu'il faut d'abord être très prudent dans l'attribution de la nationalité française à des étrangers. Pour ce qui est des Français qui naissent de Français, eh bien, je suis hostile au droit du sol. Je ne crois pas qu'on devient Français simplement parce qu'on y est né. Voilà, c'est toute une série, une politique. J'ai développé ça dans une conférence de presse, d'ailleurs récente. Oui, mais là, vous parlez des Français musulmans qui sont français. Mais, chère madame, bien sûr, il y a des musulmans qui sont français et qui sont patriotes. Beaucoup d'entre eux sont même au Front National. Mais ce n'est pas pour autant que je ne peux pas constater que, en fait, les terroristes sont tous musulmans, se revendiquent de la religion musulmane et, en général, avant d'agir ou de se tuer, ils crient à l'Akbar. Oui, mais d'accord, mais de là comment dire, inclure tous les Français musulmans. Voilà, c'est toute la différence. Madame, j'ai une certaine expérience de ces affaires, car moi j'ai vécu la bataille d'Alger il y a 60 ans, contre un réseau terroriste à la bombe, qui posait des bombes dans les cafés, dans les restaurants, dans les stades. Et par conséquent, je sais à peu près ce qu'il serait nécessaire de faire et les conditions d'une victoire sur le terrorisme. Je crois que ces conditions ne sont pas remplies par le gouvernement actuel et que ne le seraient sans doute pas par le gouvernement de l'UMP. Justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles seraient vos préconisations? Écoutez, vous avez demandé un programme de gouvernement. Là, je vous renvoie à celui du Front National, à la conférence de presse que j'ai faite récemment, à laquelle d'ailleurs, assez curieusement, il n'y avait pas une seule télévision et il y avait, je pense, 2 radios sur 10. Alors aujourd'hui, vous avez justement l'occasion d'en parler. Donc, qu'est-ce que vous feriez? Une mesure qui vous paraîtrait... Écoutez, d'abord, suppression du droit du sol, fermeture, reconstitution des frontières, avant de les contrôler, parce que les affirmations du président de la République en disant qu'on va contrôler les frontières, il n'en a pas les moyens, il a lui-même et ses prédécesseurs détruit l'appareil de contrôle pour obéir bien sûr à l'Union européenne qui nous en fait devoir. Bon, à l'occurrence, beaucoup d'autres choses, ralentissement très sévère des naturalisations, etc. Il y a beaucoup et suppression du droit du sol, mais à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait pas de côté rétroactif à cette suppression du droit du sol. On peut prendre une autre mesure qui est la remise en cause de la nationalité d'un certain nombre de gens qui se rendent coupables d'actes criminels. Déchéance de la nationalité, donc c'est la déchéance de la nationalité qui a été proposée par les Républicains et aussi par le gouvernement. Je prends un exemple. Nous sommes incapables d'expulser les gens qui ne sont pas admis au droit d'asile. On admet à peu près 5% de gens au droit d'asile. Ça veut dire que 95% des gens qui sont refusés au droit d'asile restent sur le territoire français, puisque nous sommes tout à fait dans l'incapacité de les renvoyer. Oui, là, c'est la proposition d'ailleurs de Marine Le Pen qui propose d'expulser les demandeurs d'asile et d'arrêter immédiatement les procédures d'asile. C'est ce que... Oui, mais les expulser, ça se heurte à des grandes difficultés. Est-ce que vous direz que Manuel Valls est un bon Premier ministre? Non. Ils ne peuvent pas être bons. Ils sont dans un système d'impuissance. Parce qu'ils ne peuvent pas. Mais tout de même, il a un discours assez ferme. Ça, pour le discours... on est Hidalgueste, je veux dire, c'est le chevalier à la triste figure. On parle, on colloque, on rassemble. Alors je voudrais dénoncer aussi le calcul fait par le gouvernement français et Hollande de faire coexister en quelque sorte une grande réunion internationale avec les élections. Je trouve ça assez scandaleux, ou plus exactement, faire coïncider les élections avec la COP21. Oui, et la remontée de François Hollande dans les sondages, là on voit qu'il a un niveau historiquement élevé. Je pense que c'est éphémère. C'est lié à son attitude de chef de guerre et de chef diplomatique. Tout cela disparaîtra très rapidement. Mais il est vrai qu'en période électorale, ça peut servir M. Hollande, mais pas pour autant le Parti socialiste.
Et pour terminer sur ces suites des attentats, un mot sur la stratégie de votre fille qui a divergé de celle du mois de janvier, où elle n'avait pas manifesté le 11 janvier. Là, Non, Marine Le Pen a été invitée par le président de la République au moment de janvier. Oui. Et c'est le Parti socialiste qui a dit qu'il ne souhaitait pas que Marine Le Pen participe au défilé. Oui, elle a considéré que n'ayant pas été invitée, elle ne participerait pas à ce qui lui avait été... Elle n'allait pas aller dans un défilé au risque de se heurter à un certain nombre de manifestants qui la conspiraient. Alors là, en l'occurrence, cette fois, elle a commencé par prôner l'unité. Pendant quelques jours, elle a eu un discours d'unité. Avant d'être... Je l'ai complété, d'ailleurs, j'ai dit unité nationale, même au Front National. Voilà, et avant d'être plus critique quelques jours plus tard, avec effectivement des propositions qu'on a évoquées, que pensez-vous de cette réaction en 2 temps? D'abord unité, puis critique quelques jours plus tard. Vous pensez qu'elle a bien réagi là? Oui, je ne me mets pas à sa place, je ne suis pas... mais vous avez de l'expérience politique, vous disiez, donc vous pouvez... Oui, bien sûr, mais je pense qu'elle elle a pris la mesure de ce qu'il était possible d'espérer de la part d'un gouvernement qu'on sait faible et indécis et flou. Par conséquent, j'avais fait la même remarque d'ailleurs à M. Chirac en 86. J'ai dit, monsieur, la confiance, ça ne se décrète pas. Je n'ai pas confiance. Eh bien là, je n'ai pas confiance non plus dans les capacités du gouvernement à maîtriser une situation qu'il aura largement contribué à créer, ainsi d'ailleurs que ses prédécesseurs. Parce qu'aujourd'hui, M. Sarkozy vient nous expliquer, il bat sa coulpe d'ailleurs, tout ce qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait, mais que la prochaine fois, il fera. C'est un aveu extraordinaire des carences de la politique française depuis des années. Moyennement, cela dit, mais... Alors justement, vous parlez de Nicolas Sarkozy, vous observez la vie politique bien sûr. Est-ce qu'à votre avis, il a une chance d'être réélu en 2017, Nicolas Sarkozy? J'en doute. J'en doute. Mais pourquoi vous en doutez? Vous savez, qu'est-ce que j'ai d'autre que mon intuition personnelle? Comme vous d'ailleurs, comment puis-je juger des chances de M. Sarkozy? Je ne sais pas quel sera son budget. On n'a jamais su d'ailleurs qui alimentait son budget électoral. Il y a un certain nombre de doutes assez graves qui pèsent sur cette question. À quoi vous faites allusion là? Comment? De quoi vous parlez? Je pense à Big Malion, je pense à des tas de choses. Je pense des liaisons avec la Libye. Bon voilà, c'est tout. Mais vous pensez que les Français souhaiteraient ou pas un retour de Nicolas Sarkozy? Écoutez, il y a des sondages qui parlent pour cela, sous toute réserve, bien sûr. Nous sommes à 1 an et demi presque de l'élection présidentielle. D'ici là, il se passera beaucoup de choses graves, très graves, non seulement dans le domaine du terrorisme, mais dans le domaine du krach monétaire que personnellement je perçois. Sur 2017, justement, vous aviez émis quelques réserves sur la capacité de votre fille à pouvoir l'emporter en 2017, il y a quelques temps. Est-ce que vous rediriez la même chose? Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Elle est candidate. Il est évident qu'elle est candidate d'une opposition qui vient d'arriver en tête des partis politiques. Non, mais vous aviez qui ne l'étaient pas jusqu'alors. Vous aviez dit que vous ne souhaitiez pas sa victoire en 2017. Ça, c'est ce que vous aviez dit. Non, je n'ai pas dit ça, madame. Nous étions en plein conflit et Marine Le Pen avait, à mon égard, pris des positions que j'estime injustes et même, dans une certaine mesure, immorales. Et donc, si elle persistait dans cette attitude et si elle en faisait en quelque sorte un drapeau, il est évident que je ne voterai pas pour elle. Mais en revanche, je voterai pour les candidats du Front National, je voterai pour les candidats qui sont capables d'arracher le pays ou de tenter d'arracher le pays au pire. Elle en est capable aujourd'hui pour 2017, Marine Le Pen? Je ne sais pas, monsieur. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Vous prononcez pas, en clair, si on comprend bien, vous vous êtes prononcé là pour les régionales en disant que vous appelleriez à voter pour tous les candidats Front National. Par contre, pour 2017, vous ne vous prononcez pas encore, c'est ça? Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre 2 choses. Le programme d'un parti politique et le programme d'un candidat aux élections présidentielles. Ce sont 2 choses différentes et par conséquent, je me détermine pour les élections présidentielles par rapport au programme, mais aussi par rapport à la personnalité et à ses qualités et ses défauts. Donc voilà. C'est ce que je ferai en temps utile après que les gens se soient déterminés d'une façon claire.
Sur le programme, vous êtes toujours très réservé sur la sortie de l'euro, sur l'inflexion plutôt, sur une inflexion économique du Front National? Oui, j'avais pensé qu'il y a des choses plus importantes que cela. Parce qu'on ne peut parler du niveau de vie que s'il existe un pays, si les gens sont encore libres, si nous sommes dans la perspective de M. Houellebecq, à savoir avec un président de la République, Mohamed, et un Premier ministre, Mustapha, avec la charia comme règle de vie. Pour vous, le roman de Michel Houellebecq, pour vous, le roman de Michel Houellebecq, c'est quoi? C'est la France de demain, c'est ça? C'est une hypothèse, bien sûr. C'est une hypothèse. Et le camp des saints, paru dans les années 70, décrivait déjà une situation à laquelle ressemble beaucoup celle que nous vivons. Alors Jean-Marie Le Pen, invité du rendez-vous politique des Indes radios Métro News et LCI. Alors justement, on a commencé à évoquer le programme du FN, les questions économiques, alors qui visiblement intéressent beaucoup de monde et notamment les radios du groupement. Première question envoyée par la radio Cassis FM à Dijon, qui a tendu le micro à François Sauvadet, député de la Côte d'Or et tête de liste pour l'UDI et les Républicains en Bourgogne-Franche-Comté, avec une question. Oui, Monsieur Le Pen, moi j'ai une seule question à vous poser. J'ai vu Marine Le Pen applaudir Tsipras au Parlement européen. Est-ce que le programme économique du Front National s'est rapproché de l'extrême gauche et comment vous expliquez que Marine Le Pen ait applaudi à ce point un programme qui a conduit la Grèce là où elle en est? Non, elle n'a pas applaudi le programme de Tsipras. Elle a applaudi le fait que Tsipras semblait à ce moment-là se poser en adversaire de l'Union européenne. Il a mis de l'eau dans son vin, si j'ose dire. Et vous l'auriez applaudi aussi alors? Non. Non. Je ne vais pas jusque-là. Alors, toujours à propos d'économie, autre question posée par Pierre Maurer de Radio Dreckland. Bonjour Monsieur Le Pen, une question sur les élections régionales qui se tiendront dimanche au sujet du programme défendu par le FN pour ce scrutin. Ce matin dans les colonnes du Parisien, le patron des patrons, Pierre Gattaz, compare le programme du FN à celui développé par la gauche en 81. La retraite à 60 ans, le retour du franc et l'augmentation générale du SMIC sont l'inverse de ce qu'il faut faire pour relancer la croissance économique du pays, estime le président du MEDEF. Partagez-vous les orientations économiques défendues par votre fille? Et puis, quelle est votre réaction au sujet de cette comparaison effectuée par Pierre Gattaz? Je trouve assez scandaleuse l'intervention de Pierre Gattaz, qui est le président d'un syndicat, qui est l'organe du grand patronat, qui, semble-t-il, a été sollicité de venir au secours du Parti socialiste, avec lequel il y a des liens qui sont certains. Dans le domaine de l'immigration, le grand patronat a pris des responsabilités écrasantes. C'est en partie sous sa pression que les frontières ont été largement ouvertes, alors que nous étions déjà soumis à un chômage très lourd, et ça permettait d'avoir peut-être des gens à meilleur prix. Alors, M. Gattaz, je pense, dit n'importe quoi. Le programme du Front National n'a rien de comparable à celui de Mélenchon ou à celui de M. Laurent, bien sûr. Mais il y a un certain nombre de mesures, quelquefois maladroites. Je veux dire, la retraite à 60 ans, je n'étais pas d'accord pour ce coup de clairon, alors qu'on réclamait en même temps quand même les 40 annuités. Hein. C'était pas à la retraite en fait à 60 ans. Mais j'ai trouvé que c'était maladroit médiatiquement de présenter cette démarche. La vérité, c'est où je suis d'accord avec Marine Le Pen et le Front National, c'est que je pense que nous devons sortir de l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne est pour nous un carcan qui est tout à fait incapable d'assurer notre défense dans aucun des domaines, et que nous sommes mis dans l'incapacité de nous défendre précisément par la suggestion que nous avons à l'égard de cette organisation. Là, vous rejoignez effectivement la ligne de votre fille. Quand vous dites des propositions maladroites, vous employez ce mot maladroit, notamment sur la retraite à 60 ans. Qui définit ce programme? Selon vous, c'est votre fille qui est responsable de ces maladresses ou c'est l'organisation du parti aujourd'hui? Je crois, j'ai dit tout à l'heure, que le programme du Front National n'est pas le programme d'un candidat à la présidence. Et le programme du Front National est élaboré par les congrès. Or, le dernier ouvrage date de 2001, je crois, c'est un ouvrage de 400 pages. Et les modifications qui sont intervenues ne peuvent intervenir qu'à partir d'un congrès. Sinon, c'est l'opinion
de Marine Le Pen, présidente du Front National, candidate à l'élection présidentielle. Ça n'est pas forcément la ligne du Front National. Voilà. Et puis, je vois qu'on porte un grand intérêt aux questions économiques. Il me semble qu'on devrait, à partir de là, porter des jugements terriblement critiques contre la manière dont la France a été menée, avec 6 millions de chômeurs, avec 8 millions de pauvres, avec des millions d'immigrés. Oui. Il me semble que c'est de ces gens-là qu'on devrait faire le procès. Il y a tout un pan du programme de votre fille, du Front National, qui évoque la défense des fonctionnaires, le fait de surtout pas baisser les effectifs justement de la fonction publique. Est-ce que vous partagez ces appréciations ? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai toujours été en faveur du slogan « Mieux d'État et moins d'État ». Je suis un défenseur de l'entreprise libre. Je crois que le premier livre du Front, ça a été « Droite et démocratie économique ». Et j'ai toujours pris position. Mais c'est vrai qu'il y a des influences, comment dirais-je, étatistes qui se sont exercées sur la direction du Front National. On sait d'ailleurs que M. Philippot, qui est un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, joue un rôle et qu'il est chevènementiste, c'est-à-dire socialiste de gauche. Enfin, il a un moment milité, effectivement. Le CRS, c'était quand même la gauche du Parti Socialiste. D'accord. Donc ça, et il est un fonctionnaire, il essaye de faire triompher ces idées-là. Je ne les crois pas en ce qui me concerne juste, et je regretterais qu'elles fassent partie du programme de Marine Le Pen, mais nous en jugerons quand il y aura une campagne présidentielle. Pour l'instant, nous sommes dans une campagne régionale. Bien sûr, mais ça fait quand même beaucoup de points sur lesquels vous exprimez des désaccords. Vous vous demandez, vous, aujourd'hui, est-ce que ces points ne figurent pas dans le programme du candidat FN pour 2017 qu'on réunisse un congrès. Je demande qu'à la limite, même si on ne réunit pas un congrès, on réunit, comme c'est exigé par les statuts, le comité central, qui ne s'est pas réuni, qui ne se réunit pas, et qui est la seule instance démocratiquement désignée, avec la présidente, au Front National. Pour discuter de ces questions-là, vous demandez effectivement cela. Absolument. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de discussion au Front National, selon vous, sur la ligne, sur le programme ? Et qu'il n'y a pas assez de discussion au sein du Front National? C'est un peu ce que vous dites en substance. C'est M. Philippot qui fixe la ligne et tout le monde s'y tient? Je crois qu'il y a un petit comité autour de la présidence qui décide, qui prend des positions sans qu'elles soient soumises aux organes délibératifs du Front National. Et d'organes délibératifs où j'ai ma place statutairement, et où elle m'est refusée. C'est ce qui a fait que j'ai attaqué à plusieurs reprises la décision d'exclusion. J'ai gagné 3 fois et j'en ai une autre instance. Et c'était vraiment différent quand vous étiez président? Je pense que oui, tout de même. Et puis moi, j'étais dans une phase de construction du mouvement. C'était un peu différent. Tout de même, je crois, il aurait dû se perfectionner dans ce domaine, même si on estimait que j'étais trop autoritaire. Donc vous concédez l'avoir été peut-être parfois? Comment? Vous concédez l'avoir été peut-être parfois autoritaire? Ah oui, mais je pense qu'il y a certaines circonstances où on doit l'être. Il y a des moments où la responsabilité repose sur une personne, je crois. Et c'est plus justifié aujourd'hui au sein du Front National? C'est plus justifié aujourd'hui au sein du Front National? Non, parce que le Front National est devenu un grand parti et à mon avis, il doit tirer de la démocratie tous les avantages qu'on peut en tirer. Comme disait Winston Churchill, la démocratie est un régime très imparfait, mais je n'en connais pas d'autres. Et votre fille a hérité de cet autoritarisme? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle l'exerce en tout cas? Oui, je pense que non, je n'ai pas dit que j'avais un gouvernement autoritariste. Vous avez dit on m'a reproché parfois d'être trop autoritaire. On m'a reproché, bien sûr, oui. Et votre fille est-elle trop autoritaire alors justement? Comment? Est-ce que votre fille est également autoritaire? Oui, je crois qu'elle gagnerait à ouvrir la discussion à l'intérieur du mouvement et à ne pas considérer que le fait d'avoir une opinion différente de la sienne constitue un élément de rupture. D'accord. Donc ça, c'est un conseil pour le coup. Oui, mais on peut avoir des opinions différentes sur certains sujets. Moi, par exemple, j'ai des très bons amis qui sont contre la peine de mort. Moi, je suis pour la peine de mort. Et je suis capable de le justifier. J'attends qu'ils justifient leur position. Voilà. Il y a beaucoup de sujets où on peut être d'accord sur la retraite à 67 ans, ou à 5 ans, ou à 60, ou à 70, comme certains se préparent à le faire en Europe. Ce sont un peu
courants, des divergences. C'est normal dans un parti politique. Tout le monde n'est pas, surtout français, tout le monde n'est pas la même opinion, Dieu merci. D'accord, donc en clair, pour finir là-dessus, vous dites, vous avez été souvent autoritaire, votre fille Non, je n'ai pas dit, j'ai souvent été autoritaire. On vous l'a reproché. On vous l'a reproché, mais vous ne l'étiez pas, d'accord, c'est ça. Il faut savoir ce qu'il y a dans le concept. Bah oui, c'est vous qui l'avez employé. D'accord. Alors, on va terminer et revenir avec vous avec une dernière question de radio posée par Francis Laloupeau d'Africa numéro 1. Monsieur Jean-Marie Le Pen, bonjour. Vous arrive-t-il parfois de regretter certains de vos propos? Exemple, l'année dernière, alors que vous étiez en campagne pour les élections européennes, vous aviez estimé que Monseigneur Ebola, c'est votre terme, pourrait régler en 3 mois l'explosion démographique et le risque de submersion de l'Europe par les populations étrangères. Des propos qui avaient suscité de nombreux commentaires à l'époque. Pour nos auditeurs qui vous écoutent aujourd'hui, maintenez-vous ces propos. Est-ce que vous regrettez cette association entre la question migratoire et une épidémie qui a causé des dizaines de milliers de victimes en Afrique ces dernières années? Ce que je regrette, c'est que cette phrase ait été captée derrière mon dos par une perche de 5 mètres de long et qu'on s'en soit servi comme d'une déclaration officielle. C'était une boutade. J'ai dit, voilà, c'est sûr qu'une épidémie massive, comme celle qui fut celle de la grippe espagnole après la guerre de 14-18, en effet, équilibrerait la surpopulation de l'Afrique. C'est un propos qui n'est pas, à mon avis, subversif, c'est une opinion. Si vous dites, ce n'est pas une préconisation. Non. Je n'ai pas souhaité que l'Ebola fasse cela. Non, mais quand vous dites une boutade et une opinion, c'est pas la même chose. Si vous dites c'était une boutade, ça sous-entend que c'est pas vraiment ce que vous pensez. Si vous dites une opinion, c'est pas la même chose. Prise de façon illégale par certains de vos confrères qui se conduisent comme des espions et non pas comme des journalistes. Donc vous dites que ce n'était pas une déclaration officielle. Là, justement, on vous pose la question de manière plus officielle. Du coup, vous pouvez... Oui, mais écoutez, non. Moi, je pense que l'Afrique va doubler de population, que ça va entraîner des catastrophes sur le plan humain. Et qui toucheront l'Europe parce que ça provoquera une fuite vers la migration en direction de l'Europe. Voilà. Et je souhaiterais, moi, que les pays africains maîtrisent, s'ils peuvent, cette dérive, encore que ce soit très difficile, je le reconnais. Et alors, il a évoqué la question des regrets sur les déclarations. La rupture avec votre fille avait à l'origine quand même certaines déclarations que vous aviez faites sur les chambres à gaz, point de détail, vos propos sur Pétain aussi d'Henri Varol. Là, est-ce que vous avez des regrets sur ces déclarations qui ont entraîné la rupture avec votre fille? Quand j'ai dit que le maréchal Pétain n'était pas un traître, je persiste et signe, oui. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, je vous signale qu'il fut... les pleins pouvoirs lui furent concédés par 90% des députés et sénateurs élus sous le Front populaire. Voilà un exemple. Bon, cela étant, j'ai vécu la guerre, moi. C'est le grand avantage que j'ai par rapport à ceux qui en parlent ou ceux qui ne l'ont vu qu'à travers les écrans ou les livres d'après. Voilà. Alors donc, ça, sur l'affaire le détail, je dois dire que je persiste à penser que je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de critiquable dans cette affirmation qui participe de la liberté de penser. Pour laquelle vous aviez été condamné, mais bon. Comment ? Vous aviez été condamné là-dessus. Mais ce n'est pas une preuve, n'est-ce pas D'accord. Dreyfus aussi, il avait été... D'accord, enfin en tout cas là-dessus, vous dites pas de regret. D'accord. Mais écoutez... Non, mais on peut pas, on vous pose la question. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Alors Christophe Joly. Pour revenir à votre fille, quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois ou quand est-ce que vous avez échangé avec elle pour la dernière fois? Je ne sais pas, il y a plus d'un mois, peut-être 2. Quel était le sujet? C'était le Front National? C'était notre différend et la possibilité peut-être de le régler. D'accord. Justement, la réconciliation est-elle une hypothèse? Bien sûr. Vous y croyez? Tout est possible dans la vie. D'accord. Et je le souhaite. J'ai multiplié les gestes vers l'unité. Je rappelle que j'ai, à la demande de Marine, retiré ma candidature en PACA, où j'aurais sans doute fait un peu de choses près, peut-être un peu moins bien que la jolie Marion Maréchal, est talentueuse, je dois dire, mais où j'aurais probablement eu un résultat identique. J'ai retiré ma candidature et c'est au même moment que M. Philippot a dit
la rupture est totale et définitive. Oui, mais alors vous dites que vous avez fait beaucoup de gestes en faveur de la réconciliation avec votre fille. Cela dit, à l'instant, vous venez de dire que vous persistez sur les propos point de détail, Pétain... Je n'insiste pas, madame. Mais qui ont valu la rupture. Donc, du coup, ça n'est pas moi qui les mets, en quelque sorte, si j'ose dire, sur le tapis. C'est M. Bourdin qui m'a posé la question. Si M. Bourdin n'avait pas abordé la question, je ne lui aurais pas répondu. Et il m'a demandé si je regrettais d'avoir dit ce que j'avais dit. J'ai dit que je ne regrettais pas. Oui, comme on vient de vous le demander, mais du coup, forcément, je sais que votre la mode fille... est chez nous maintenant de battre sa coule pour toutes circonstances. Oui, mais forcément, si votre fille... mea culpa. Moi, je ne suis pas partisan de ce genre de manœuvre. D'accord, mais du coup, ce n'est pas un signe de réconciliation. Si vous persistez et signez sur ces points-là, la rupture venant justement de ça, et si vous persistez... Je ne suis pas prêt à la réconciliation à n'importe quel prix. Ça, c'est sûr. Et soumission, c'est l'islam qui veut dire soumission. Mais qu'attendez-vous de Marine Le Pen alors ? Je ne suis pas de cette religion. Et quel geste attendez-vous de Marine Le Pen ? Parce que vous avez fait un pas en avant dans... J'attends un geste de justice. Moi, j'espérais qu'elle dise Union nationale, oui, mais y compris au Front National, je proclame l'amnistie. Donc elle vous réintègre ? De toutes les décisions de la commission de discipline. Voilà. Et j'invite tout le monde, y compris Jean-Marie Le Pen, à rejoindre le combat pour la bataille et la victoire. Donc vous demandez votre réintégration au Front National ? Bien sûr, je la demande même devant les tribunaux. D'accord, mais là, vous pouvez le demander à Marine Le Pen de façon... Mon avocat a déposé une requête de 60 pages sur le sujet. Alors, le sujet sera largement débattu, en rappelant que j'ai 3 fois déjà gagné devant les tribunaux contre les décisions prises par le bureau exécutif du Front National. Alors, dans ce contexte-là, quid du rassemblement bleu-blanc-rouge que vous avez créé au moment de la rupture ? Est-ce qu'il va subsister ? Est-ce qu'il a vocation à disparaître ? Ça existe encore ? C'est le mouvement que vous avez lancé au moment de la rupture. Non, moi je n'ai pas lancé un mouvement. Rassemblement bleu-blanc-rouge, association. Non, j'ai lancé aucun mouvement. Quand je lancerai un mouvement, si j'en lance, je ferai une conférence de presse. J'espère que Donc le rassemblement bleu-blanc-rouge n'a jamais existé dans votre esprit. Le rassemblement bleu-blanc-rouge n'a jamais existé dans votre esprit. Mais non, mais il y a le rassemblement bleu-marine. Non, mais cette association, justement... Non, j'ai dit en effet, on pourrait imaginer un pendant au rassemblement bleu-marine qui serait le rassemblement bleu-blanc-rouge pour équilibrer un peu les forces qui soutiennent le Front National. D'accord. Voilà. Et Jean-Marie Le Pen, donc. Jean-Marie Le Pen, bien sûr. Mais je vais te dire, hier, j'ai été l'objet d'une standing ovation, comme on dit, à Toulon, où Marion Maréchal Le Pen a rappelé que j'avais été condamné pour une affiche non à l'islamisme. Et là, tout à fait normal, le public du Front National. Vous savez, je crois que Jean-Marie Le Pen, nonobstant toutes ces difficultés, reste assez populaire au sein du Front National. Alors ce sera le mot de la fin. Et même un peu plus loin. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé au rendez-vous politique des Indes radios, Métro News et LCI.